bien rejoindre le devant de la scène, le devant des sièges quand même. Parce que c'est avec Bien, donc je vais d'abord présenter les différents intervenants rapidement. Donc Didier Cherel, je suis membre du collectif de solidarité avec le peuple catalan, collectif que nous avons créé en janvier 2018, donc ça fait 1 an maintenant. Et vous avez un certain nombre d'informations sur le collectif qui se trouve à l'entrée, sur les tables. Et si nous avons réalisé un appel qu'on appelle l'appel de Nice, vous pouvez le signer. Et si vous souhaitez participer aux réunions, aux travaux et aux initiatives du collectif, vous pouvez également le signaler. Donc aujourd'hui, nous avions organisé ici d'ailleurs dans ce lieu en mars 2018 un débat avec différents intervenants. Et aujourd'hui, nous faisons une nouvelle réunion publique en profitant de l'occasion de l'édition d'un ouvrage qui tente de donner toutes les clés pour comprendre le conflit actuel entre la Catalogne et l'Espagne. Donc la réunion d'aujourd'hui sera centrée sur cet ouvrage. Alors pour ce faire, je vais après ma courte introduction, passer la parole à Anna Martín-Novo, qui est également membre du collectif catalane et membre également de l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, pardon, qui va nous présenter les objectifs de cet ouvrage de manière plus complète. C'est un ouvrage collectif avec un certain nombre d'auteurs, une douzaine d'auteurs, j'en dirai un petit peu plus, bien sûr, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 de ces auteurs. Après l'intervention d'Anna, il y aura l'intervention de Arnaud Münster, tu en diras un petit peu plus, qui est un des auteurs, philosophe et également membre du collectif. Et nous avons un invité spécial, puisqu'il vient d'un petit peu plus loin, pas de très loin, Jean-Félix Acquaviva, qui est député corse et membre d'un nouveau parti, qui était une coalition électorale auparavant, qui s'appelle Femua Corsica. Il pourra peut-être nous dire quelques mots sur son nouveau parti, aussi un mouvement en fait en Corse. Voilà. Sans attendre, je passe la parole à... Alors, nous aurons, en termes d'organisation, on va avoir donc ces différentes interventions pour une durée de 50 minutes, on va dire, et juste après, on aura largement le temps pour débattre. Voilà, entre nous. Merci Didier. Donc merci de venir à la présentation du livre La Catalogne et l'Espagne, les clés du conflit. Donc c'est un événement qui est organisé par le collectif des Alpes-Maritimes de solidarité avec le peuple catalan, qui travaille pour la défense des droits et libertés démocratiques qui en ce moment sont en danger en Catalogne, la défense du droit à l'autodétermination des peuples, la libération immédiate des prisonniers politiques catalans en prison préventive depuis plus d'1 an, et pour qu'une solution politique soit trouvée entre la Catalogne et l'Espagne. L'ouvrage a été une initiative de 2 femmes, Dominique Petit-Demange et Marie-Christine Genet, et c'est la maison d'édition Balzac Éditeur qui a publié en novembre 2018, donc à peine il y a 3 mois. Donc après la présentation, vous pouvez en acheter ici ou sur le site internet où il y a aussi beaucoup d'informations sur l'ouvrage, comprendre-la-Catalogne.org. Monsieur Arnaud Münster nous parlera de l'ouvrage et particulièrement donc, de son chapitre, et Jean-Félix Acquaviva également de ce parti.
Donc, le député Jean-Félix Acquaviva siège à l'Assemblée nationale. Il est consacré depuis qu'il était jeune étudiant à l'avancement des droits linguistiques et culturels et économiques des Corses, avec un intérêt particulier pour les développements et à la fois environnemental et touristique de l'île. Il a eu plusieurs responsabilités politiques intérieures. Il a été en particulier maire de son village d'origine et conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Corse avant d'être élu député aux législatives 2017. Donc là, je vais donner la parole au philosophe franco-allemand né en Allemagne et naturalisé français par la suite, Arnaud Monster, excusez-moi, spécialiste de la philosophie politique contemporaine, disciple du philosophe Ernst Bloch, membre de la Ernst Bloch Gesellschaft, et ancien ami de Jean-Paul Sartre et André Gorz, membre du groupe d'études sartériennes. Il est également maître de conférence honoraire du philosophie à l'Université de Picardie-Jules Verne. Il est à son 33e ouvrage en langue française. Il a écrit aussi en allemand, italien et espagnol. Et il est intéressé par les événements politiques dans la péninsule ibérique depuis des décennies. Il a écrit notamment des ouvrages sur le Portugal et la Révolution des œillets, déjà en 1976. Il est également membre du collectif. Merci. Merci Anna pour cette excellente présentation. Donc je vais essayer de résumer de manière très condensée pour des raisons de temps. Je ne vais pas évoquer toutes les contributions du livre. Mais évidemment, comme il a été déjà dit, ce livre a pour objet de fournir aux lecteurs français des informations, des éléments de compréhension relatifs au conflit politique entre l'Espagne et la Catalogne. Dans ma propre contribution intitulée Émancipation et renouvellement de la démocratie en Catalogne, évidemment, je veux dire que je suis avec mes recherches et mes livres très orientés vers le concept de l'émancipation. En philosophie, je défends, j'ai toujours enseigné à l'Université d'Amiens une philosophie d'émancipation qui évidemment est très influencée par les enseignements philosophiques de Jean-Paul Sartre, d'André Gorz et d'Ernst Bloch, philosophe de l'utopie concrète. Mais émancipation, évidemment, a une dimension culturelle, religieuse, politique, multiple, individuelle et collective. Alors moi, j'ai essayé de mettre en évidence, dans ma contribution à ce livre, qu'au cœur même de ce conflit entre l'Espagne et la Catalogne, il y a le télescopage entre deux visions politiques distinctes, incompatibles et apparemment irréconciliables, qui sont à l'origine de cet affrontement, de ce conflit. Qui n'a pas de hier, parce qui remonte, on peut dire, jusqu'au XVIIIe siècle, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, quand est né le catalanisme. Mais, donc c'est ce conflit entre une vision centralisatrice, dominatrice et autoritaire du gouvernement espagnol, tablant sur la constitution de l'Espagne de l'année 1978, et la vision émancipatrice, décentralisée, régionaliste et souverainiste des Catalans revendiquant le droit à décider, le droit à de décision dans le domaine, notamment le domaine économique, culturel et politique, aussi, ou une partie aussi, l'indépendance, au nom précisément du droit des peuples à l'autodétermination. La Constitution espagnole de 1978, qui est, comme montre l'ouvrage, le produit d'un mauvais compromis négocié entre les néo-franquistes et les partis politiques de nouveau autorisés, après 36 ans de dictature franquiste, avait certes accordé aux trois grandes régions de l'Espagne, à savoir à la Galice, au Pays Basque et à la Catalogne, une autonomie élargie et un statut spécial comportant le droit à l'élection démocratique d'un parlement régional, dans le cas de Catalogne, la Generalitat de Catalunya, à l'enseignement à l'école, dans la langue catalane, à une police catalane, les mossos ainsi qu'à une presse, une langue catalane, une police catalane, une presse, des journaux en catalan, une radiodiffusion en langue catalane, la Catalunya Radio, émettant de Barcelone, mais ce même statut spécial avait en même temps refusé une répartition juste et égale des impôts entre la région autonome et le pouvoir central de Madrid. Il avait aussi refusé explicitement l'indépendance, en refusant à la Catalogne le label d'une nation. La Constitution, je rappelle, la Constitution de 1978, ne reconnaît qu'une seule nation, qu'une seule souveraineté, celle de l'Espagne. Et c'est au nom de l'unité
de l'Espagne, au nom de cet unionisme, d'ailleurs largement instrumentalisé par un nationalisme espagnol castillan, se développant, que le droit à l'autodétermination et à l'indépendance a été, continue toujours d'être refusé et ignoré par les gouvernements espagnols successifs, non seulement par les gouvernements conservateurs du Partido Popular, celui de Aznar et de Rajoy, mais aussi par les gouvernements socialistes de Felipe González, de Zapatero, maintenant de Pedro Sánchez, tous premiers ministres appartenant au PSOE, au Parti socialiste ouvrier espagnol, qui ont certes adopté maintenant une attitude plus dialogique à l'égard des Catalans et des Basques, mais qui, dans le fond, ne sont pas vraiment prêts et disposés à leur faire des grandes concessions, notamment sur la question de l'indépendance. Et comme le souligne très bien l'historienne catalane Rosy Cusio, dans ce livre, et le psychiatre Luis Garcia, dans leur contribution à ce livre, cet ouvrage collectif, le texte fondateur de ce droit à l'autodétermination, c'est bien l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, qui recommande explicitement aux nations de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe d'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Une déclaration qui a été complétée en 1950 par la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, dont l'article 2 détaille, je cite, que tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Il est aussi précisé par les auteurs de ce même article que le droit international, donc le droit à l'autodétermination, a valeur de norme supérieure, mais qu'en même temps, la Constitution espagnole sacralise l'intégrité du territoire, considérant l'ensemble des citoyens comme une nation ou un peuple unique. Et ça, c'est bien discutable. Y a-t-il un peuple en Espagne? Y a-t-il des peuples? Y a-t-il multiplicité de peuples? Y a-t-il multiplicité de nations? Y a-t-il l'Espagne est une nation des nations? Est-il seulement la nation de ceux qui sont de langue castillane? C'est ça le grand problème. Et voilà, et l'affrontement, donc, le conflit se fait dans ce champ théorique. Et c'est évidemment cette théorie d'une nation unique, de langue unique castillane. Bon, c'est une vision très discutée par les mouvements souverainistes qui considèrent que le royaume d'Espagne est composé de plusieurs peuples historiques, politiques ou linguistiques, sur un pied d'égalité avec la Castille, et qu'il conviendrait en conséquence reconnaître l'existence d'un État plurinational. Et c'est ce que refuse obstinément le gouvernement espagnol, défendant au nom de l'unionisme et de l'unité nationale le centralisme de Madrid. Et au niveau des langues, bien sûr, la supériorité du castillan. Et en outre, cette même constitution espagnole comporte un article, l'article 155, qui autorise le gouvernement central à prendre des mesures exceptionnelles, coercitives, à l'égard des dirigeants et représentants politiques d'une région autonome qui ne font pas, soi-disant, leur devoir. Comme on l'a vu, donc, le gouvernement conservateur espagnol dirigé par Mariano Rajoy s'est largement servi, au mois d'octobre 2017, de cet article pour destituer le gouvernement régional, le gouvernement élu régional de la Catalogne et son président Carles Puigdemont, après la déclaration unilatérale de l'indépendance le 27 octobre 2017, pour arrêter les ministres et d'autres représentants de ce gouvernement, et même des personnalités non politiques accusées de sympathie pour les indépendantistes, donc concernant des associations notamment, pour les jeter en prison, c'est-à-dire pour les emprisonner sous le régime de la détention provisoire, en les accusant de rébellion, de sédition, qu'ils n'ont pas commis. Et comme la justice allemande et belge ont souligné, après l'arrestation de Puigdemont à la frontière germano-danoise en mars 2018, ces chefs d'accusation ne peuvent pas être retenus contre ces prisonniers politiques. Donc, évidemment, c'est absurde ce qui se fait là, n'est-ce pas? Et
Donc nous assistons, je répète, dans ce conflit, à l'affrontement entre une vision de la société de type autoritaire, encore héritière, dans une large mesure, du franquisme, et une vision démocratique, libertaire, contre une vision verticale de l'État souverain, celle de l'État espagnol, et une vision horizontale des fédérations, des libres alliances, des pactes fondés sur le consentement. Comme le souligne à juste titre Carlo Lottieri, donc dans ce livre, le pouvoir de l'État, remontant à Jean Baudin ou à Thomas Hobbes, est unilatéral. Il impose, comme on l'a vu en octobre-novembre 2017, pendant ce grand conflit entre la Catalogne et l'Espagne, après le référendum du 1er octobre, il veut imposer sa volonté par la force. Au contraire, évidemment, la relation fédérale implique une adhésion spontanée, et sa nature est bilatérale, elle émane d'un respect inconditionnel pour l'autre personne, qui a le droit de choisir sa propre identité, de disposer de son temps, de ses ressources, définit sa hiérarchie des valeurs, d'y rester fidèle, elle reconnaît le visage d'autrui, pour utiliser la formule du philosophe Emmanuel Levinas. Il s'oriente vers le dialogue, de ce qui est aussi souligné par le philosophe allemand Jürgen Habermas, pour utiliser, pour sachant bien qu'il ne s'agit pas de civilisation il n'y a pas de civilisation sans respect, sans pluralisme, sans reconnaissance d'autrui. Et évidemment, la violence du gouvernement espagnol de Rajoy contre les indépendantistes catalans, telle qu'elle a été pratiquée en octobre-novembre de l'année dernière, a été non seulement générée par une volonté hégémonique unitaire, ignorant délibérément la différence ou les différences, et par l'application dogmatique et autoritaire d'un constitutionnalisme qui est celui d'une monarchie, ignorant délibérément la notion d'autodétermination des peuples, mais aussi par cet oubli d'autrui, autrement dit par la volonté de nier toute possibilité d'expression et d'autonomie d'action à ceux qui aimeraient donner vie à une communauté catalane différente. Donc c'est ainsi qu'a été créée, comme le souligne Lottieri, cette tension radicale entre deux logiques, entre ces deux trains qui à un moment donné sont brutalement entrés en collision en Catalogne en octobre 2017, à savoir entre les logiques du pouvoir constitué et la demande de restaurer la capacité d'initiative de la société au nom d'un pouvoir constituant qui devrait transcender toute constitution et toute légalité. Oui, je pense que Carlo Lottieri a tout à fait raison d'affirmer qu'en Catalogne, c'est l'Europe qui est aussi en jeu. Car les indépendantistes ont choisi d'invoquer la démocratie contre l'État, soi-disant démocratique. Et ce dernier a réagi en levant le masque autoritaire, cet héritage non assumé de notre surmontée du franquisme. Il est donc plus que légitime de se demander si l'Espagne, avec tout ce qui s'est passé en octobre-novembre 2017, lors de la répression violente déclenchée contre les indépendantistes après le référendum du 1er octobre, si cette Espagne est encore ou non un État de droit, s'il est encore une démocratie, ou vaudrait-on mieux peut-être parler de démocrature, voire de dégénérescence dangereuse d'un État constitutionnel, monarchie constitutionnelle, créé après la fin de la dictature du général Franco en 1975, sur la base d'un compromis discutable entre le néo-franquiste d'un côté et le Parti démocratique de l'autre, donc vers un régime autoritaire de type nouveau, combinant un parlementarisme démocratique de façade avec la machine répressive d'un État monarchique autoritaire, toujours héritier dans une large mesure des structures du franquisme.